Allez, bienvenue au sommet Rélovution, un sommet qui a pour intention de servir le cœur pour mieux servir la terre. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, mais vraiment, j'en ai des frissons, j'ai l'immense honneur de recevoir Amala Klep Kremel. Euh, ouais, c'est un honneur pour moi parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Enfin, je veux dire, on ne se connaît pas. On n'a jamais travaillé ensemble et en même temps, moi, je te connais à travers Marianne Grasselli-Meyer et Yael Catrinet, qui ont été deux intervenantes dans mon précédent sommet et avec qui j'ai aussi partagé du cercle. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à elles si je suis avec toi aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de rêve. Euh, le titre de ton sujet, c'est le mystère des rêves. Mais avant de commencer à parler de ton sujet, est-ce que tu pourrais en quelques mots te Me présenter avec plaisir. Merci déjà à tous. Et alors, pour une fois, je mets le masculin avant parce que j'espère qu'il y a des hommes parmi nous. Merci à tous et à toutes d'être là pour un moment, pour parler de ce sujet qui m'est si cher. Depuis l'enfance, j'écris mes rêves. Depuis l'enfance, mes rêves sont extrêmement présents dans ma vie. Et à chaque grande bifurcation de ma vie, parce qu'il y en a eu plusieurs, euh, à chaque changement de vie, j'ai vraiment été guidée par mes rêves. Cette guidance au travers des rêves et cette capacité à vivre vraiment le sacré dans le quotidien grâce à mes rêves, j'ai à cœur de le partager parce que je trouve on a tous ce don précieux qui est là chaque nuit, mais aussi de jour, hein, parce que quand on parle du rêve, c'est la même chose que l'état d'hypnose ou de transe. Et, euh, et donc, voilà, je trouve qu'à une époque enfin, vraiment, il est temps que chacun et chacune on prenne en considération le fait qu'on est tous des dons, et le premier étant cette capacité à avoir des messages de notre inconscient. Donc, mon chemin, l'écriture a toujours été extrêmement présente dans ma vie. J'ai écrit mon premier roman à 12 ans, et puis un nombre incalculable de pièces de théâtre, de romans, de textes en tout genre. Ça a toujours été aussi mon moyen de connecter à mes rêves, par l'écriture. Et, euh, et j'ai commencé par une vie de comédienne. J'étais comédienne et metteuse en scène et coach d'acteur à Paris pendant 8 ans. Euh, et ça m'a vraiment permis d'explorer ce que je propose aux femmes de découvrir, parce que mon travail s'axe principalement sur les femmes pour l'instant, mais avec mon mari, on est en train d'ouvrir des espaces communs. Euh, de vraiment rencontrer ces différentes parts de soi, ces différents archétypes. Et au travers de l'actorat, c'est vraiment, si certains d'entre vous font de l'impro ou même du théâtre ou bien même sont professionnels, vous savez ce dont je parle, c'est au travers des rôles qu'on travaille au théâtre, on peut beaucoup plus facilement prendre de la distance déjà avec les rôles qu'on joue dans sa vie, mais on peut encore plus facilement aller explorer les parts de soi inexploitées par le contexte de nos vies et par les habitudes de nos parents, etc. Et cette exploration des archétypes intérieurs m'a menée vers le voice dialogue, dire? qui en fait est une pièce de théâtre thérapeutique, parce que dans la thérapie du voice dialogue à laquelle j'ai été formée et que j'ai ensuite enseignée pendant 2 ans aussi, enfin plusieurs années, un peu plus que 2 ans, dans une école qu'on avait créée avec une amie qui existe toujours, mais dans laquelle je ne donne plus cours. Et le voice dialogue, c'est toujours ce même principe. Et donc, avec le voice, on va beaucoup explorer les rêves aussi. C'est est-ce que je me limite dans ma vie parce que je trouve que certaines parts sont convenables et d'autres pas?
ou est-ce que je m'autorise à explorer mes dualités? Et c'est une question à nouveau que je vous pose à chacun et chacune, parce que même moi qui travaille sur ça depuis un certain nombre d'années et plusieurs décennies, il y a encore des parts de moi qui sont difficilement accessibles. Par exemple, la colère, c'est quelque chose qui n'était pas du tout acceptable dans ma famille. Donc, ça va très vite passer par la tristesse, parce que ça, c'était acceptable. Et donc, je dois continuellement me rappeler que la colère, c'est OK, chez moi et chez les autres aussi. Et donc, des archétypes comme Lilith ou des archétypes comme Sekhmet, enfin voilà, vraiment des déesses. Kali a été extrêmement présente dans ma vie. Je regarde une image d'elle là, qui est juste à ma droite. Elle m'a vraiment permis de vivre. Enfin, j'ai vécu une initiation très très forte à Kali avec une Guruji à l'époque, parce qu'après j'ai vécu en Inde en tant que yogini et prof de yoga. Et ces déesses m'ont sauvé la vie, en fait, quelque part. Parce que tout d'un coup, la colère est devenue pas seulement quelque chose qu'on s'autorise, mais quelque chose qui est indispensable. Et je parle de la colère, mais parce que c'est mon exemple, mais on a tous comme ça des espaces inexplorés, inexploités, qui peuvent faire peur. Je pense à la sexualité, je pense à l'intimité avec un autre, l'engagement dans la relation. Je pense à voilà, la joie. Pour beaucoup de gens aussi, c'est interdit, c'est dangereux. Et voilà, tout mon parcours, en fait, c'est de faire revivre ces personnages, ces archétypes, leur redonner une place et de trouver comment on peut être au cœur de toutes ces parts de soi et, et retrouver ces petits bouts de notre âme. Donc aujourd'hui, je suis thérapeute des rêves, je suis autrice de plusieurs livres autour de ces thèmes et maman, surtout, avant tout, de 2 garçons. Et puis j'ai fondé l'école des mystères, les éveilleuses du féminin. Merci. Merci pour cette richesse, toute cette richesse, ton parcours. Et du coup, si on a envie de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, toi tu dis que depuis toute petite, tu t'es intéressée donc, aux rêves, et j'ai envie de dire, mais pourquoi on s'intéresse? Pourquoi s'intéresser aux rêves? Pourquoi ça vient de là? Alors que moi, j'aurais tendance à vouloir que ça arrive de là, de l'intérieur. Et toi, tu... Alors, non, j'ai envie de dire, pourquoi s'intéresser aux rêves? C'est marrant que tu le visualises, le rêve venant d'en haut, parce que oui, et en même temps, moi, il vient plutôt d'en bas, en fait, pour moi, le rêve. Tu vois? C'est ça que c'est intéressant. C'est pour ça Oui, que oui, oui. en fait, je le sens et je pense que pour nous, enfin pour certaines, voilà, le rêve vient de là et pour d'autres, le rêve Oui, vient. oui, oui. C'est vraiment un mouvement intéressant. Pour moi, c'est plus un mouvement qui vient vraiment d'en bas et qui nous permet d'ascensionner. Pourquoi s'intéresser à ces rêves? Ben, quand on est enfant, de manière très basique, hein, le cauchemar va être une des premières choses qui nous amène à nous interroger euh, sur, euh, sur ce qui se cache là-dedans et sur ce qui se manifeste. Euh, Moi, en fait, le rêve, il me permet de sentir. Et souvent, dans l'adolescence, à une période de ma vie, je pensais que je n'étais pas capable de pleurer, par exemple. Bon, maintenant, je pourrais pleurer là tout de suite, par exemple. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup ouvert. Mais je m'étais tellement coupée. Euh, J'avais tellement de peur qui était invivable que j'avais vraiment l'impression... J'affirmais avec presque de la fierté que je n'étais pas capable de pleurer. Et les rêves, pour moi, l'image des rêves, c'est comme Narcisse qui se penche sur le lac et qui voit son reflet. Et, et pour moi, c'est ça les rêves. C'est ce miroir obscur sur lequel on peut se pencher et qui nous révèle la lumière qu'on ne voit pas et qui nous révèle que dans l'obscurité se trouve vraiment cette lumière qu'on cherche si intensément. Et
Et il m'arrive encore de sentir ces appels, cette sensation de, que la maison est ailleurs, ou voilà, un appel vers quelque part ailleurs. Et à chaque fois, mes rêves m'aident à redonner la main à mon âme et à ne plus me sentir séparée d'elle. Donc pourquoi commencer à prêter attention à eux? Pour moi, ça m'a permis de survivre, en fait, de rester en lien avec mon ressenti et mes émotions alors que mon mental voulait m'en couper. Et au quotidien, ça me permet de ne pas être dans une direction parce que je l'ai décidé, mais à chaque fois de me remettre en question et de redescendre très profondément dans ma terre intérieure et de se sentir, est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui est là? Sois honnête vis-à-vis de toi-même plutôt que de penser ce que tu voudrais, penser de ce que tu es en train de vivre, de ton chemin. Et donc le rêve, c'est vraiment un oracle, en fait, pour moi, face auquel comme ce miroir d'eau de Narcisse, face auquel je me plonge chaque nuit et chaque jour, mais encore plus chaque nuit, parce que la différence entre les rêves de nuit et de jour, c'est que la nuit, c'est complètement notre inconscient qui s'exprime. Et donc souvent, les rêves ne sont pas aussi jolis qu'on le voudrait. Ils ne sont pas aussi spirituels qu'on le voudrait, ils ne sont pas aussi joyeux qu'on le voudrait, ou bien il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait dans le rêve. Et c'est là tout l'intérêt du rêve. C'est comme dans le mythe de Platon, les projections des ombres sur la caverne. En fait, le rêve nous montre réellement ce qui est en train de se passer. Et dans ma conception des rêves, ce n'est pas le rêve qui vient nous indiquer ce qu'on a fait la veille, comme un petit juge qui viendrait dire tac, tac, tac. C'est notre vie qui est incubée. C'est le rêve qui d'abord se manifeste et qui manifeste ensuite dans notre réalité extérieure, ces schémas, ces croyances, ces fonctionnements qui trouvent leurs racines dans le rêve. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, et tu veux dire que du coup, le rêve, ce serait vraiment quelque chose de plus pur. Et c'est pour ça que toi, tu fais ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment un réceptacle. Oui. Ah, et en fait, mais j'ai la chair de poule parce que j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, très tôt, je me suis connectée à la spiritualité, mais j'ai envie de dire, pas pour les bonnes. Oui, pour s'échapper. Oui. Ouais. Ouais. J'étais là-haut ouais. parce que j'étais incapable d'être dans mon corps. Du coup, et comme ça, de là-haut, connectée, alors qu'aujourd'hui, effectivement, je m'aperçois que ça vient du bas. Et c'est vraiment ça que ça m'a... J'étais complètement, quand je te parle de couper les émotions, c'est à une époque de ma vie, je me désintégrais littéralement, physiquement, à tous les niveaux, en mettant tous mes espoirs dans une transcendance spirituelle. Et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui êtes là, qui connaissez très bien ça, parce qu'on n'arrive pas dans ce milieu de la spiritualité pour rien. Et en fait, mes rêves ont toujours été mes gardiens et mes garde-fous, qui m'ont ramené, en rappelant, tu ne viens pas ici pour vivre la transcendance, tu viens ici pour vivre l'expérience humaine et pour accepter d'ouvrir ton cœur. Et oui, ça fait peur, et oui, on peut te blesser, et oui, c'est dur, et à chaque fois, c'est un challenge. Mais transcender, c'est facile. Transcender, prendre de la distance, c'est facile. Tout le monde en est capable. Dès qu'on ouvre un peu ses chakras coronaux, on peut tous accéder là. Par contre, accepter d'être incarné dans un corps, accepter de regarder ce corps et de l'aimer, accepter de rentrer en relation avec l'autre et d'accueillir que l'autre est ce miroir de nous qui nous reflète en gros les défauts qu'on n'accepte pas chez soi-même. Enfin, je dis défauts, mais je déteste ce mot. Je parle d'ombre par rapport au rêve. C'est ce que le rêve nous montre en permanence. Il nous montre ces parts qu'on a mises au placard en nous disant réintègre-les parce que sinon ça va se reproduire dans ta vie et tu vas de nouveau te disputer avec cette personne, juger cette personne, réintègre ces parts. Et donc,
quand on fait vraiment ce travail de descendre, c'est là où, pour moi, on est dans une véritable reliance au divin, parce qu'on n'aurait pas choisi de revenir ici si c'était juste pour être désincarné et coupé de sa sexualité, et coupé de ses désirs, et coupé de sa faim et de sa soif, et juste souffrir de la violence du monde, parce que ce serait ça sinon, si on était constamment dans le spirituel. C'est ça. Waouh. En fait, ça me touche, enfin, ça me parle parce que c'est un peu le constat sur mon chemin, c'est le constat que je fais effectivement. Dire, c'est quoi la spiritualité? Parce que quelque part, est-ce que c'est un moyen de fuir quelque chose? Et en même temps, on est là. En ce moment, on a une histoire à vivre sur Terre. Comment on peut la vivre, cette histoire, et comment on peut la traverser, et comment on peut aller dans nos profondeurs, dans notre corps. Et je pense que tu vois, ce mouvement ascendant, il est nécessaire aussi pour nous donner des ressources. Parce que pour aller en bas, il faut être sacrément outillé. Pour aller en bas, il faut avoir alors, j'allais dire une carte, mais ce n'est pas vrai parce qu'en bas, il y a plus de carte. Tu vois, il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus que le je ne sais pas qui existe. Mais ce je ne sais pas, il n'est possible. On ne peut vraiment rentrer en contact avec ses profondeurs, ses rêves, le monde d'en bas, que si on a une foi inébranlable qui nous permet de traverser ça sans nous dire c'est fini, c'est le désespoir, c'est le burn-out, c'est la dépression. Et donc, je pense que c'est ultra nécessaire d'ascensionner, comme vous le faites certainement tous, de méditer, de chanter, de prier, de se reconnecter à des archétypes lumineux, mais uniquement dans l'idée de pouvoir ensuite descendre avec eux. Parce que dans notre époque où les choses vont tellement vite et il y a tellement de choses qui se développent autour du développement personnel et de la spiritualité, qu'on veut tellement échapper à la souffrance que énormément de personnes vont uniquement dans l'ascensionnel. Et c'est très facile d'en haut de dire les gens ne sont pas comme il faudrait, le monde n'est pas comme il faudrait, vous faites fausse route. Mais c'est pas comme ça qu'on va retrouver l'union intérieure et la reliance les uns aux autres. Et donc pour moi, c'est une vraie ressource qu'il faut aller chercher dans le monde d'en haut pour ensuite redescendre avec cette torche dans le monde d'en bas, comme le fait Perséphone à chaque changement de saison tous les 6 mois, pour rejoindre sa mère ou pour rejoindre son mari dans le monde d'en bas. Et j'ai envie de dire, comment c'est... Parce que j'imagine, enfin, tu vois, moi, j'arrive du terreau de l'inceste, par exemple, et dans mon parcours, dans mon chemin, c'était très, très difficile, très compliqué de descendre en bas et d'aller retrouver ces blessures et d'aller les contacter et puis d'aller les embrasser. Je veux dire, pour les personnes qui nous écoutent, comment, selon toi, avec les rêves, enfin, comment c'est possible, ou toi, comment tu as pu, grâce à tes rêves, arriver à ce chemin? Mais tu vois, l'enseignement des rêves, il est assez magique. Il contredit tout ce que notre mental pense connaître et maîtriser. Parce que le mental, il voit un problème, il veut une solution. Les rêves, ils voient une situation et ils nous proposent une alchimie. C'est-à-dire qu'ils nous proposent de retourner au contact avec ces images et ces souvenirs et ces cauchemars et ces angoisses. Mais il ne nous dit pas va le revivre, va sentir, nanana. Il nous dit ok, et maintenant, comment tu transformes cette scène? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais disparaître? Qu'est-ce que tu fais apparaître? Comment tu transformes ce personnage, ce lieu? Et il nous permet de dire si tu as le courage d'aller à la racine, eh bien, tu peux changer la racine. Tu peux même pas la changer, tu peux assister à sa transformation. Parce qu'en fait, si on regarde la racine, eh ben, d'elle-même,
elle se transforme. Alors, ça ne veut pas dire sans ressources. De nouveau, je parlais de cette torche. Hein. Ça ne veut pas dire juste on regarde, parce que sinon, ça peut être extrêmement violent à vivre. Mais on descend avec tous les cadeaux que les dieux donnent aux héros quand ils descendent dans le monde d'en bas. On ne descend pas dans le monde d'en bas sans rien. Sinon, on y reste coincé. Orphée a failli rester coincé en recherchant Eurydice. Heureusement, il était béni, et il a pu s'en sortir. Et il a retrouvé Eurydice, son âme, par le chant, son chant qui est devenu vraiment prophétique, hein, comme dit Luc Biget, en sortant des enfers. Il a commencé à chanter d'une manière qui a transcendé le monde, parce qu'en fait, en perdant celle qui croyait devoir retrouver cette femme, Eurydice, il a retrouvé son âme en sortant, parce qu'il a fait le plus grand sacrifice de toute sa vie. Et donc, si on accepte de descendre, il faut être sûr d'être entouré, il faut être sûr d'avoir des ressources, il faut être sûr d'avoir ces casques, ces épées, ces poudres magiques, tout ce que les dieux, tout ce que nos dieux, nos guides nous donnent pour avoir la force de descendre. Et ensuite, face aux monstres, face aux cerbères, eh bien, on pourra lui jeter un morceau de viande pour détourner son attention et lui trancher la tête, ou bien on pourra lui chanter une chanson comme Orphée et il s'apaisera comme un petit toutou. Ou bien on pourra, plutôt que d'avoir peur, lui faire face et lui dire « je te vois, je vois que tu existes et c'est OK que tu existes, j'ai plus peur de toi ». Mais il faut descendre avec ses ressources parce qu'aucun dieu n'a survécu aux enfers, au monde d'en bas sans être soutenu. Aucun héros ou héroïne n'est descendu dans le monde d'en bas sans être soutenu par des présences divines. Et c'est peut-être ça aussi le soutien, la reliance, en fait, comme je dis, les présences divines et la communauté. Et dans les messages que j'aime faire passer aussi, c'est voilà, relions-nous, hein, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait dans ce que tout le monde, enfin, ce que vous faites dans les accompagnements, c'est ça aussi, c'est d'être lié et de ne pas être seul. Oui, mais moi je crois énormément au collectif. Enfin, je ne sais même pas que je crois au collectif, c'est que aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas focalisé sur le collectif, je me dis qu'il y a un souci. Parce que on s'éveille, on travaille sur soi et dans son amour pour pouvoir ouvrir son cœur au monde. Et quand on le fait, ça a un impact à l'extérieur. Et il y a un temps pour revenir à soi, il y a un temps pour déposer dans le cercle. Et c'est à ça que sert la communauté et le collectif. C'est ce cercle de femmes que j'ai à cœur de recréer dans l'école des mystères, c'est ça, c'est une communauté de femmes engagées et prêtes à descendre dans le monde d'en bas pour ramener ce flambeau ensuite dans le monde extérieur. C'est ça qu'on fait, on vit ces initiations et ces rites des mystères, mais on est ensemble. Et dans ce cercle, il y a des moments où on a la puissance et la force de donner. Et puis il y a des moments où on se sent moche, on se sent petite, on se sent nul, on ne sait plus quoi faire, on est perdu, on a envie de crier. Et là, on a besoin de recevoir. Et c'est tellement naturel, on a été coupé de ça parce on construit des briques, des maisons en briques, et qu'on a trouvé un confort et une habitude dans la séparation. Mais tout le monde appelle. C'est pour ça qu'on parle tellement des thèmes de l'âme sœur, c'est ma flamme jumelle, mais tout ça n'a aucun sens. Je veux dire, on a tous cette aspiration très forte à se retrouver, et quand deux aspirations se rencontrent, eh bien, on parle de ces termes, mais dans le fond, toute âme cherche à se retrouver les unes les autres. Donc oui, c'est tout à fait indispensable que l'humain finisse par se retourner vers le collectif après avoir, ou dans le sens inverse, mais que ce soit d'abord en trouvant sa souveraineté et après à s'ouvrir au collectif, ou dans le collectif découvrir sa souveraineté. Ça dépend un peu du zodiaque aussi. Moi, j'utilise beaucoup l'astrologie dans les rêves et le travail archétypal avec les femmes, mais chacun a ses axes de travail, mais finalement, on arrive tous à ce moment où on se réunit en cercle. Le cercle,
c'est le début, c'est la fin, c'est l'utérus, c'est la matrice, c'est l'origine, et c'est là où on va aussi. Donc oui, c'est complètement ce qu'on fait, et ces objets magiques que les héros reçoivent pour être capables d'aller faire le travail alchimique dans les profondeurs, c'est clairement aussi les ressources de nous qui nous réunissons, de ces communautés d'hommes, de femmes, de ces cercles. C'est clairement notre force face à la peur et à la violence qui se manifeste au travers de personnes qui sont trop seules et trop coupées d'elles-mêmes. Mm. Et quand tout à l'heure, je t'écoutais quand tu disais prendre le flambeau, la torche, et j'ai envie de dire, et quelle est la vision derrière ça, une fois que tu as ta torche? Et... Enfin, l'image à l'origine de l'école des mystères, c'est un tableau, j'ai oublié le nom de ce peintre belge que j'adore, surréaliste, où des femmes nues marchent ensemble dans la même direction avec une torche à la main. Il est magnifique, ce tableau. Je crois que je l'ai mis sur mon site internet. Et cette torche, en fait, pour moi, elle n'a pas besoin d'aller quelque part de précis, mais partout où elle ira, elle réchauffera les cœurs qui l'entourent. J'ai partagé récemment dans une séance en individuel à une femme d'acheter absolument ce livre, le conte des chauds-doudous. Tu connais le conte des chauds-doudous? Je ne connais pas. Qui connaît le conte des chauds-doudous parmi vous? Alors, c'est un livre magnifique que je lis à mon fils et en fait qui a une sagesse incroyable. Dans ce conte, en fait, au départ, il y avait plein de chauds-doudous. Et tout le monde a un énorme sac de chauds-doudous dans le cœur, sauf que la magie de ce sac, c'est qu'il est inépuisable. Donc, tu peux donner plein de chauds-doudous à plein de gens et ça crée du bonheur. Et tu sais que tu en auras toujours, en fait. Sauf qu'un jour, il y avait une vilaine sorcière, parce qu'il y a des très belles sorcières aussi, mais une vilaine sorcière qui était mécontente parce que plus personne venait acheter ses potions pour aller mieux, pour obtenir des choses et tout, parce que tout le monde avait tout en fait. Il suffisait de demander à son voisin un chaud doudou. Et elle commence à créer le doute, à dire fais attention parce qu'il va donner plus de chaud doudou à une autre personne, fais attention parce que tu sais qu'il ne va pas t'en donner en retour. Et elle commence à semer le doute dans l'abondance de l'amour. Et du coup, les gens commencent à avoir peur de donner leur chaud doudou et elle crée des froids piquants. Et les froids piquants, ça ressemble à des chauds doudous, sauf que ça pique. Mais au début, on ne s'en rend pas compte. Donc, au début, on croit presque que c'est un chaud doudou. Et donc, elle en vend. Et elle en vend énormément. Et donc, les gens commencent à accumuler des froids piquants. Et dans la relation, eh bien, quand ils sont prêts à s'aimer et qu'une personne va donner un chaud doudou, eh bien, par doute, par peur de se faire abandonner, par peur de se faire trahir, hop, l'autre donne un froid piquant. Et les gens commencent à être tristes. Et les gens commencent à avoir peur. Et les gens commencent à se dire on n'a plus assez de chaud doudou, on a froid, on doit travailler pour gagner des froids piquants, on doit travailler pour survivre. Il faut être sérieux et raisonnable. Et dans ce monde qui devient complètement gris, où les enfants eux-mêmes commencent à perdre leur lumière, apparaît une femme lumineuse, opulente physiquement, elle est rayonnante et elle vient avec un gros paquet de chaud doudou. Et dès qu'elle croise quelqu'un, elle donne des chaud doudou comme ça, elle les lance, elle les donne à tout le monde. Et les gens, les adultes, ils sont un peu inquiets, ils disent mais c'est qui cette femme, on pourrait presque dire cette femme tantrique qui donne de l'amour comme ça, c'est qui cette tantrika, c'est qui cette femme, elle veut nous embobiner, elle veut nous manipuler, c'est quoi le truc derrière en fait. Et elle donne. Et elle sourit, elle rit, elle continue de donner ses chauds doudous. Alors, elle n'en reçoit pas, mais c'est OK, elle en donne. Et en fait, tous les enfants accourent vers elle. Et tous les enfants commencent à rire avec elle, et ils regardent le ciel, ils regardent les étoiles, ils inventent des histoires. Et tous les enfants réapprennent l'importance de donner les chauds doudous et commencent à en donner aussi de plus en plus. Et donc, heureusement, quand on remonte du monde d'en bas avec sa torche, eh bien, il y a certaines âmes enfants, certaines âmes innocentes qui tout de suite
peuvent recevoir la lumière et les chauds doudous. Et d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps et peut-être plusieurs vies. Mais on ne peut pas sous-estimer l'impact d'une graine semée, même si la personne est complètement fermée en apparence. Son inconscient, la nuit, lui parlera certainement de ses chauds doudous. Mm. Merci, merci pour ce partage. Dites-nous comment ça résonne, ce conte du chaud doudou en vous. J'adore, moi, les histoires des enfants parce que si vraiment on prend le temps, c'est de l'hypnose. Hein. J'en parlais justement avec une hypnologue, qu'en fait, les enfants jusqu'à 7 ans sont en état d'hypnose permanent. Et le rêve, c'est ça, hein, c'est de l'hypnose. C'est le même principe. C'est qu'on rentre dans des fréquences du cerveau qui ralentissent et donc on est complètement son hémisphère droit est complètement actif et donc on parle en termes d'image, on parle en termes de ressenti, on parle en termes de sensations et de symboles. Les enfants ne sont que là-dedans. Je suis un policier, regarde, il y a une licorne qui passe, j'ai parlé avec un oiseau, etc. etc. Nous, en tant qu'adultes, on passe notre vie à retrouver ça. On passe notre vie à retrouver l'état du rêve. On passe notre vie à essayer de se souvenir qu'on a quitté l'état du rêve et que le seul but de notre vie, c'est de retrouver cet état du rêve. Et c'est de l'hypnose. C'est un état d'hypnose. Et justement, j'ai envie de dire, mais du coup, comment le rêve et le féminin, parce que nous, enfin, j'ai envie de dire, nous ne sommes plus des enfants et nous sommes encore des enfants. On a toujours notre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais j'ai envie de dire comment le rêve et notre féminin peuvent se répondre aujourd'hui. Ou est-ce que c'est notre rêve et notre enfant intérieur qui se répondent? Mais pour moi, le rêve et le féminin sont intrinsèquement liés, dans le sens où pour moi, le féminin, c'est la voix du dedans, c'est la voix du sentir, c'est la voix de l'image, c'est la voix de la sensation, c'est la voix qui va transcrire en mots, en contes et en histoires ce qu'un mental va essayer de transformer en équation, qui est indispensable aussi. Hein. Attention, trop vite, on exclut le mental et du coup l'association au masculin. Moi, j'adore ces espaces-là. Pourquoi je suis si focalisée sur le féminin et le rêve? C'est parce qu'ils sont plus difficiles pour moi par mon expérience et mon éducation à vivre, en fait. C'est pour ça que je suis obsédée par eux. Mais j'adore les valeurs d'un masculin aligné. Et du mental, je trouve le mental exceptionnel, c'est juste incroyable. Mais quand il se met au service, comme le disait Einstein, quand il se met au service du rêve et de l'imaginaire. Donc pour moi, le rêve, c'est le féminin. Le rêve, c'est cette sorcière qu'on a brûlée sur des bûchers parce qu'elle était trop connectée à son intuition, aux plantes, à des réalités parallèles. Le rêve, jusqu'en 1950, dans ces eaux-là, était interdit en France. On était interdit de faire de l'interprétation des rêves en France jusqu'au Code napoléonien. C'est incroyable, c'est incroyable. À quel point on a essayé de nous couper de la sorcière, on a essayé de nous couper du féminin, on a essayé de nous couper du rêve. Donc pour moi, le rêve et le féminin, c'est la même chose. C'est cette voix qui nous appelle à rentrer à l'intérieur et à les sentir par nous-mêmes plutôt que de se fier à une vérité extérieure qui nous est imposée comme une vérité absolue. Et c'est toujours frappant de se rendre compte de ça. Les films aussi sont très utiles pour ça. Moi, je suis une fan de films. Hein. Je trouve que c'est... À une époque, je voulais créer une boîte de production de films initiatiques, quoi, cathartiques, à message spirituel, quoi. Je trouve que les films peuvent changer une vie, mais parce que c'est un rêve de nouveau. C'est des images mises ensemble qui nous fait prendre conscience, qui nous permettent de décoller de notre petit rôle et de dire OK. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui se disent féministes ont des valeurs encore extrêmement patriarcales. La plupart, dès qu'on a une guerre, en fait, on a des œillères.
Et c'est très difficile de s'en rendre compte parce qu'il y a des choses qui sont tellement instaurées dans la société. Je prenais conscience d'une chose, par exemple, grâce à un film que je trouvais assez stupide en l'occurrence, mais pas stupide, assez léger, quoi. Mais où les rôles sont inversés, il y en a plein en ce moment, où un homme naît dans le corps d'une femme ou inversement. Et je prenais conscience de cette histoire d'ouvrir la portière. Et je me dis, c'est quand même fou qu'on n'ouvre jamais la portière à un homme. Mhm. Mais que ce soit risible, quoi. Oui, on le fait, mais en rigolant. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont tellement ancrées en nous qu'il faut un oracle, il faut une prise de distance, il faut une hypnose pour nous permettre de changer les racines de tout ça. Et oui, je disais, oui, justement, parce que moi aussi, je travaille essentiellement avec des femmes et je disais, mais ces derniers temps, ça me posait question parce que je me disais, mais je veux pas, enfin, je suis pas quelqu'un de féministe, mais au contraire, parce que pour moi, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas, de mon chemin avec mon parcours, c'est beaucoup plus difficile d'aller contacter son féminin que son masculin. Hier, dans la cérémonie d'ouverture, je disais, mais en fait, moi, j'ai besoin de travailler mon être. De le faire, je sais faire. Je sais, j'ai naturellement, et j'ai envie de dire, j'ai un masculin. Et même ça, je ne sais pas ce que c'est que le masculin et le féminin. J'ai envie de dire, naturellement, je suis plus dans le faire. Je serais plus dans le faire que dans l'être. Et c'est compliqué d'être dans l'être. Oui, parce qu'on sent, tu vois, tu parlais de trauma, on sent tout ça. Et on peut plus, enfin, il y a cette image, je vais étouffer, je vais pas y survivre en fait. C'est une question de survie, hein, le faire aussi. Donc il est indispensable pour nous permettre de pas nous écrouler aussi. Mais à un moment, on est de plus en plus prête à ouvrir et ça prend du temps, mais on ouvre progressivement pour être capable de recevoir aussi. C'est ça. Et cette révolution intérieure, c'est comme ça que je la vois. C'est-à-dire que pour moi, dans la conception et dans ma vision du monde, que c'est à travers les femmes, enfin, c'est par les femmes que le monde va se rééquilibrer, mais pas à travers le matriarcat. Pas question de renverser bien sûr, bien sûr. On a vécu un patriarcat et là, d'un seul coup un matriarcat, mais simplement je pense qu'en fait, nous, on n'est pas capable. Je crois que nous, on n'est pas prête d'être avec les hommes parce qu'on a été tellement comparés à eux, identifiés à eux, infériorisés par rapport à eux. Je crois que ça parle de notre blessure en tant que femme, cette émergence de la sororité. C'est pas pour exclure les hommes. Moi, tel que je le ressens et tel que je le vois, c'est on a besoin d'être entre femmes parce qu'on a tellement de blessures que si on apporte ça dans la relation avec les hommes, des choses vont se jouer qui sont de l'ordre de la projection de blessures. Et donc, c'est chouette d'aborder ce sujet parce que ça me permet de mettre des mots aussi. Moi, je suis focalisée sur les espaces avec les femmes parce que j'ai tellement de choses, tellement d'amour à accueillir et à donner dans ces espaces avec les femmes que je n'ai pas vécu depuis des vies et que des générations et des générations et des générations de femmes au-dessus de moi n'ont pas vécu. Ça fait des siècles qu'on est séparés. Ça fait des siècles que tout nous sépare, que la jalousie entre femmes nous sépare, que les foyers nous séparent, qu'on n'a plus cette tente des lunes qu'on recrée désespérément aujourd'hui et magnifiquement, où on se retrouve juste entre nous et on peut s'autoriser à être femme. Parce que dans ce monde, on peut être femme qu'en apparence, mais à l'intérieur, il faut être un homme. Alors, je crois que c'est parce que nous, on a besoin de temps, en fait, tu vois. Et ça me permet de mettre des mots vraiment dessus et ça me touche, en fait. Je crois qu'on a besoin de temps avant d'être capable de retrouver les hommes sans se sentir menacé et sans avoir un besoin de reconnaissance ou de séduction pour retrouver un pouvoir qu'on nous a ôté. C'est ça. C'est ça. Et en tout cas, j'en parlais hier et pour ça, on a besoin de temps pour se pardonner. Pour se pardonner, pour se regarder dans le miroir les unes des autres, pour
pour voir tous ces personnages intérieurs qui se manifestent au travers des femmes d'un cercle. Il y a toujours une femme qui va nous impressionner, une femme qui va nous déstabiliser, une femme qui va nous irriter. Et ça, c'est ce miroir dont nous avons besoin pour reconnaître ces différents visages en nous. Parce que la femme est notre miroir exact. L'homme est notre polarité. L'homme nous aide à accéder à des pans de nous qu'on a mis de côté. Mais la femme nous permet de retourner dans l'être, en fait, de retourner dans ce sentir et de voir qu'en fait, ces traumas qu'on croit innommables, ces hontes qu'on cherche à cacher à tout prix et que nos rêves essaient désespérément de ramener à notre conscience, eh bien, on les retrouve dans le miroir d'une femme en face et tout d'un coup, eh bien, l'inceste, c'est quelque chose, ok, je t'accueille avec ton inceste. Et tout d'un coup, je t'accueille avec ton problème d'anorexie et je t'accueille avec ton divorce et je t'accueille avec ta séparation de tes enfants et je t'accueille avec etc., etc. Parce que tout d'un coup, ça paraît tellement, tellement, tellement anecdotique par rapport à tout cet amour qui se vit. Donc oui, guérison, partage, humilité. Les cercles de femmes pourraient apprendre cette humilité, tu vois. D'être nue et de se dire, ok, c'est plus un magazine que j'ai en face de moi, c'est plus un regard d'homme que j'ai peur qui me juge, c'est une femme qui se reconnaît dans mon corps et qui se sent exactement pareil que moi dans son corps à elle, peu importe si elle pèse 40 ou 120 kilos, on se sent pareil. Et c'est ça qui est magique. C'est ça. Voilà, c'est vraiment les messages aussi que j'ai envie de transmettre aux femmes aujourd'hui, de dire, mais venez, sortez de l'ombre, mettez vos caméras, enfin, on est tout ensemble. Enfin, c'est possible parce qu'il y a des personnes qui sont là. J'ai envie de dire, on est toutes pareilles. Et pour les hommes, tu vois, qui sont présents, je crois que c'est important à entendre parce que la seule chose dont on a besoin, en fait, je crois, hein, je m'autorise à nommer des choses comme ça et vous me direz si ça fait sens, mais c'est de temps. On a besoin de temps. On a besoin de temps parce qu'on a été pressé depuis tellement longtemps pour faire toutes les tâches qu'il fallait faire et gérer tout ce qu'il fallait gérer. On a besoin juste de temps parce qu'on ne sent plus rien. On a besoin de sentir, en fait. On a besoin de sentir, nous, ce qu'on veut et nous, ce dont on a besoin. Parce qu'on ne sait plus. Ça fait trop longtemps qu'on a oublié. Donc, on a besoin d'une présence bienveillante qui nous dit juste, je suis là et je te laisse tout le temps dont tu as besoin. Et j'ai cette image qui vient d'un rêve, justement, où il y avait un magicien extrêmement bienveillant. J'étais un tout petit enfant. Et plutôt que de me prendre dans ses bras, où il s'est mis dos à dos, on était couchés dos à dos, en fait, on s'est mis dos à dos comme ça, infiniment, tu vois, dans un temps infini. Et c'est juste de ça dont on a besoin, là, tout de suite, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir vivre la relation à deux, pour pouvoir ouvrir nos cercles de femmes. Wow. Est-ce que tu pourrais, j'ai envie de dire, tu vois, là, je sens le moment de ralentir et de prendre ce temps et tu penses que tu pourrais nous faire un petit quelque chose là pour nous laisser nous déposer, Ouais. être reliés en reliance et tous ensemble. Je vous propose de descendre ensemble et de prendre un temps pour se relier justement à ce monde des rêves. Donc, si vous en sentez l'envie et la disponibilité, parce qu'on n'est pas toujours disponible, eh bien, je vous invite à fermer les yeux et vous relâcher dans votre assise. Et ça va durer très peu de temps, juste un moment pour se reconnecter et aller chercher une ressource dont vous avez besoin. Je ne sais pas laquelle. Vous seul la trouverez. Je vous propose donc de fermer les yeux et à chaque expiration
de visualiser toutes les différentes parties du corps qui se détendent, qui s'alourdissent, de reconnecter avec ce corps qui nous sert si bien, qui fonctionne si bien. Et avec l'expiration de le remercier et de le relâcher et d'être présent à votre ressenti, à vos sensations physiques. Je vais prendre mon tambour pour accompagner la descente. Je vous invite à continuer sur l'expiration à détendre et amener votre attention sur la mâchoire parce que souvent on oublie la mâchoire. Et dans mes cours de yoga, c'était vraiment ce sur quoi j'amenais de l'attention au moment du shavasana, de la relaxation, cette mâchoire bien relâchée, ce front, ce point entre les deux sourcils. Et commencez à sentir votre cœur qui bat. Et prenez un temps juste pour être avec votre cœur, ses mystères, la façon extraordinaire qu'il a de faire son travail, sa fidélité. Et en vous reliant à ce cœur, j'aimerais vous partager une citation d'une de mes Guruji qui m'éblouit. Le cœur n'a pas besoin d'être protégé. Le cœur est la protection. Le cœur est la protection. Et n'essayez pas de comprendre, allez sentir avec votre cœur toute la puissance de cette réalisation. Puis relâchez votre attention. Et je vous invite à commencer à descendre. Prenez votre temps pour descendre. Et votre descente n'est pareille à aucune autre. Et tout ce qui se manifeste dans la descente est OK. Et chaque fois que vous descendez encore un peu plus, une marche suivante, une pente, sentez qu'à chaque pas, vous descendez à l'intérieur de vous-même, dans votre inconscient, à la rencontre de votre inconscient. Là où se loge l'origine de tout, le divin, les émotions, les peurs, les ombres, la joie, l'amour, toutes ces choses, tous ces trésors sont quelque part là-bas, tout au fond. Et à chaque pas que vous faites, vous vous allégez des pensées, des croyances, des attachements. Des objets, des idéaux.
de vos dons et talents. Vous vous dépossédez de tout pour descendre de plus en plus nu et disponible à l'obscurité. Peut-être c'est difficile, et respectez ça aussi. Vous avez besoin de garder quelque chose, c'est OK. Observez simplement ce dont vous avez besoin pour pouvoir descendre. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et chaque fois que des peurs ou des pensées reviennent, remettez-vous en lien avec votre souffle et avec vos pas qui descendent. Et puis vous voyez une lueur quelque part vers le bas. Et plus vous vous rapprochez, plus vous avez la sensation qu'il y a un feu. Et comme des chants, des voix, d'abord des murmures et puis ça s'intensifie. Vous entendez presque des paroles de chant. Et ces voix vous parlent de quelque chose que vous n'avez jamais oublié. Ces voix parlent de votre histoire. Ils la mettent en chanson. Ces voix chantent votre histoire d'une manière si belle, vous en êtes surprise. Ce sont des mots, des images mis en mots, des chants, parfois de mots même que vous ne comprenez pas. Tout d'un coup, même vos souffrances mises en mots comme ça paraissent belles, paraissent courageuses. Vous rapprochez de ce feu et vous voyez à présent les personnes qui l'entourent. Peut-être toutes des femmes, peut-être des hommes, peut-être les deux. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Et vous en reconnaissez certaines, soit de visage, soit d'âme. Et elle vous invite à vous asseoir avec elle. Et sans y penser, commencez à chanter et le chant s'élève de votre cœur. Comme si vous n'aviez jamais connu autre chose que ce chant-là. De toutes les histoires de votre vie. De toutes les histoires qui créent la réalité là-haut. Toutes les histoires qui montent de tout en bas et que vous entendez au quotidien sans le savoir et qui créent votre réalité. Et vous riez et vous êtes amusé de vous rendre compte que tout ça vient de ces chants. Que vous pouvez en inventer des nouveaux, en reprendre des anciens, en inventer des incompréhensibles, des magiques, des très courts, des très longs. Puis ici, autour de ce feu, devenez votre propre metteuse en scène, magicienne. Les chants baissent et une femme ou un homme très âgé, tellement âgé qu'on ne voit presque plus ses yeux, sous ses rides, son visage qui s'affaisse, et avec une telle lumière dans les yeux, il vient poser une main sur votre front.
laissez le courant, tout ce qui vous offre, tout ce qui se transmet au travers de cette main, passer au travers de vous. Et si vous le sentez, vous pouvez lui dire que vous êtes prête à recevoir sa guidance, les rêves, les images. Vous inspirer, vous guider, vous aider à guérir, à magnifier, que vous êtes prête à recevoir. Il est temps de remonter. Et la remontée est plus rapide. Vous savez qu'il est temps d'y aller. Et vous avez hâte même d'y aller. De retrouver la lumière, le mouvement, le connu. Vous montez, vous montez, vous montez. Vous connaissez si bien le chemin maintenant. Il ne vous fait plus peur. Vous vous réjouissez de retrouver toute cette vitalité, ces couleurs, ces cris, ces sons, ces goûts. Et vous voilà en haut. Et vous respirez à plein poumon cet air frais, cet air neuf. Cet air que vous goûtez comme vous n'avez jamais goûté, un air plein de vous-même, plein de vos rêves, plein de vos mystères, plein de celle ou celui que vous avez toujours été. Prenez une grande inspiration. Expirez longuement. Une autre inspiration et puis tout doucement, revenez ici et maintenant. Et puis vous pourrez rouvrir les yeux quand vous le sentez. Merci Amala. Merci pour ce voyage. Je vous invite, si vous sentez l'élan, à écrire le voyage que vous avez vécu, ou les cadeaux que vous avez reçus, ou les images. Parce que en l'écrivant et en le dessinant et en mettant des mots, vous allez graver en vous, dans votre inconscient, ces cadeaux et changer la réalité, reconnecter à cette source. Donc l'écrit est vraiment super important. Et parfois on rechigne, on se dit mais c'est bon, je l'ai en moi, mais c'est vraiment même de dessiner une figure que vous avez vue ou le feu ou ce que vous voulez, mais pour ancrer en vous cette sensation. Merci Amala. Quand je crée des sommets, je me dis en fait, je me fais de véritables cadeaux. Ouais, on fait que ça. Hein. On croit faire pour les autres, mais on ne fait que pour soi-même. Ça. Je veux dire, dans le beau sens du terme. Non, mais c'est on ça. offre aux autres ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, exactement. Je viens de faire un voyage et j'ai un truc incroyable. Magnifique lotus. Merci des yeux du ciel. Oh, tellement lumineux. J'ai vu un magnifique lotus.
Merci pour vos retours, ça me touche de vous lire. Ouais. C'est beau, je vois vos images, du coup je découvre vos visages. Je me sens tellement reliée, malgré la distance dans un autre espace-temps. C'est ça. C'est ce que tu me disais, c'est ce que la distance aussi permet parfois. Il y a le côté présentiel qui est Ouais, précieux. Et également, on a de la chance, hein. Ouais, quand même. ça Ouais. aussi, ça existe. Si vous avez envie de déposer dans le... J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de redonner de l'importance à vos rêves, parce qu'ils sont tellement là, disponibles pour nous. Ils ont tellement de choses à nous offrir et je sais de quoi je parle parce que je connais cette part de moi qui au réveil évacue ou dit je me souviens pas ou ça n'a pas de sens ou quoi, mais si de la même manière qu'on a pris le temps là, de sentir, si vous prenez le temps au réveil juste pour sentir et rappeler les images à vous et sans essayer de les décortiquer, je fais jamais d'interprétation de rêve, je parle d'ouverture de rêve, juste de prendre le temps de laisser revenir à vous ces images comme des bulles qui remontent à la surface de l'eau et d'être avec elles. Et qu'est-ce que ça vous fait de sentir ces images et d'être avec elles? Et peut-être ça réveille des émotions désagréables, mais de rester aussi dans, dans cette sensation désagréable. Qu'est-ce que ça fait? Plutôt que d'essayer tout de suite de l'évincer pour faire et se rassurer. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie de ralentir quelques instants chaque matin et peut-être de prendre un rituel dans la journée pour les écrire, comme je le propose avec mon grimoire. J'ai créé un livre pour justement écrire ces rêves avec une méthode pour les ouvrir et en recevoir les messages. Mais voilà, si peut-être les rêves sont super présents dans votre vie et vous remplissez des carnets, et alors c'est génial. Et merci pour nous, merci pour eux, merci pour le monde, parce que chaque rêveuse et rêveur qui s'éveille transforme le monde. Toutes les plus grandes inventions du monde sont parties à partir de rêves, ont été créées à partir de rêves. Hein, donc, mais si vous n'avez pas encore l'habitude, j'espère juste que ça vous aura donné envie de vous dire, d'être curieuse ou curieux et de vous dire, tiens, qu'est-ce que cette nuit? Quels vont être les chants de cette nuit? Quelle histoire on va me raconter cette nuit? Ah, merci pour les livres. Je vois quelqu'un qui monte les livres. Trop mignon. Oui, quelle va être l'histoire qu'on va me raconter? Quel va être le chant qui va être chanté? Et peut-être il est douloureux, peut-être il est pénible, peut-être il réveille de la honte. Oh là là! Et de rester avec elle et d'entendre que ce chant nous invite à retrouver ce feu, à retrouver cet espace de sagesse où on s'assied et on ne fuit plus. Nous redire la citation que tu as dite au début du voyage. Oui, citation que je ne peux pas dire, je peux pas dire comme ça parce qu'elle elle me bouleverse tellement. Enfin, je veux dire, cette phrase, pour moi, ouvre tellement d'espace. Mon mari l'aime tellement qu'il l'a écrit sur son écran d'accueil d'ordinateur. Le cœur n'a pas besoin d'être protégé. Le cœur est la protection. C'est traduit de l'anglais en fait, et je trouve que ça donne encore mieux en anglais. The heart doesn't need to be protected. The heart is the protector. Oui, c'est le protector en fait. Et le protecteur, ouais. The heart is the protector. The protection, je ne sais pas, un des deux. Celui qui résonne le plus pour vous. Oui, je trouve qu'on nous a appris dans cette société à protéger notre cœur, à nous protéger, à construire notre armure. Et en fait, notre force réside tellement dans cette capacité d'ouverture, comme cette femme dans le conte des Chaudoudous.
notre véritable force, la véritable puissance de notre cœur, c'est cette capacité de rayonner. C'est pas celle de se protéger et d'avoir peur de donner des chauds doudous. J'aime bien ce mot, chaud doudou. On l'utilise dans ma famille, dans ma tribu. C'est un petit Je ne code. connaissais pas et, parce que j'ai des grands-enfants maintenant et je dis, oh, je suis Ah, doudou. mais c'est un vieux livre, hein, c'est Steiner en fait qui l'a écrit. Et c'est, oh, j'aime bien, je suis Je doudou. crois qu'il s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous, pour celle qui demandait le titre. Oui. Et oui, ça devient un code chez nous. Mon fils de 3 ans et demi nous dit ça, c'était un froid piquant. Hein. Ah oui, Mm. ça, c'était un chaud doudou, maman. Oui, c'était un chaud doudou. Et Amala, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller un peu plus loin avec toi, ont envie de continuer le chemin. Et je vous ai parlé donc de l'école des mystères. On est en inscription, on est en train de, tout doucement de clôturer, donc il reste encore quelques places, mais on est en train de clôturer la promotion de septembre. Dans l'école des mystères, il y a 6 intervenantes, dont je fais partie, et au travers de 9 mois de gestation, on descend en fait, on descend, 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 descend. Et on se dépouille avec tellement d'amour et de bienveillance, avec tellement de joie. Et qu'est-ce qu'elles sont, c'est magnifique en fait. Quand les femmes font ce processus de descente en somme, ces liens tellement beaux qui se créent. Enfin, et donc, on descend et puis le dernier module, on travaille sur tout ce qu'on a travaillé, les 6 archétypes qui ont été travaillés et on axe notre travail du dernier module sur la souveraine et l'éveilleuse qui va remonter dans le monde et rayonner dans le monde après cette descente. Et donc, voilà, ça c'est un peu mon grand projet de vie. Hein. En fait, après l'école, elles rejoignent aussi la communauté des éveilleuses, des anciennes et du Cercle des Mystères. Il y a un festival annuel, il y a un magazine. Et on continue de tisser comme ça, sans obligation, mais juste pour pouvoir mettre en avant la magie, le rayonnement de chacune. Donc, c'est voilà, par rapport aux valeurs que je porte dans le monde, c'est vraiment ça qui me tient à cœur de partager aujourd'hui. Et puis sinon, il y a mes livres aussi qui parlent toujours de ce processus, qui parlent des rêves, qui parlent des archétypes, qui parlent de descendre, qui parlent de cette présence, de ce que j'appelle le roi noir en soi, cette présence qu'on voit à l'extérieur, mais qu'on voit moins souvent à l'intérieur de soi du patriarche. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, ben, la première étape, ça peut être effectivement de lire ces livres et puis peut-être de nous rejoindre pour l'école ou pour les 13 clés. J'ai un programme aussi. Alors, vous êtes les premières à qui je le révèle. C'est complètement une info inédite, mais donc on est en train de créer un oracle pour ce programme des 13 clés. Et en fait, on a conçu un bracelet avec une pierre pour chacune des 13 archétypes et des 13 clés qui sera vendue avec, ou offerte avec l'oracle. Et donc, qui permet de se reconnecter à chacune de ces 13 énergies. Ça, c'est un programme en ligne, par contre. Pour celles qui sont plus loin, ça peut être bien aussi. De toute façon, toutes les informations te concernant, vous pouvez les retrouver sur les pages du sommet. Hein. Vous êtes sur le sommet relovision.com et vous allez fouiller et il y a la page d'Amala et vous avez le site web, la boutique, tout. Voilà. Et son cadeau de bienvenue et ses cadeaux bonus aussi, s'il y a un coffret. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas où étaient les hommes parce que je n'ai pas vu de commentaires d'hommes, mais je suis sûre qu'ils étaient là. Ouais. Merci beaucoup de votre temps. Hein. Pour moi, c'est la chose la plus précieuse aujourd'hui, c'est le temps. Donc, merci de votre générosité. Ça m'enseigne, ça m'inspire. Merci du cadeau de votre présence. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire pour me guérir. Nous Mais faire vraiment, vraiment, je le dis avec Mm. beaucoup d'émotion, mais j'admire énormément la générosité du temps et j'admire votre présence, vraiment. Parce que c'est à vous-même que vous faites un cadeau, bien sûr, mais moi, c'est vraiment un cadeau aussi de mon côté. Merci. Merci de ta présence, Amala.
Merci beaucoup. Mhm. Et puis, pour celles et ceux qui sont disponibles, je vous dis à tout à l'heure, 18h. Et encore, merci beaucoup, Amala. Vraiment, je suis touchée. Vraiment. Merci. Je vous embrasse. À bientôt.